Nous avons le plaisir d'écouter Sara Sermini, qui est chercheuse postdoc invitée à l'Université Paris-Nanterre, avec un projet intitulé What is to be done? Shaping Poverty Narratives Between Morality and Rebellion in 20th Century European Context. Elle a obtenu son doctorat à l'Institut d'études italiennes de l'Université de la Suisse italienne. Puis en 2017, elle était chercheuse invitée à l'University College London. Elle a publié une monographie sur l'influence du milieu antifasciste de la psychanalyse jungienne sur les années de formation, les premières œuvres d'Amalia Rosselli, dont le titre è Se paesani zoppicanti sono questi versi, povertà e follia nell'opera di Amelia Rosselli, publié en 2019. Et aujourd'hui, nous parlera de donner ou prendre la parole, une question prépositionnelle, les témoignages et ses récits. Merci. Merci. Donc, ce que je voudrais faire dans cet espace, c'est rassembler, c'est recueillir quelques questions de nature théorique qui découlent de l'analyse de pratiques discursives utilisées dans beaucoup de langues. Ceux dans lesquels j'ai documenté les pratiques jusqu'à présent sont l'italien, l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais et l'allemand. Voici dans cette diapositive, donner la parole et prendre la parole. Le premier fait à souligner, merci, peut sembler anodin, donner et prendre désigne deux gestes opposés. Donner la parole identifie un mouvement vers l'avant, vers l'extérieur. Prendre la parole identifie un geste de signe de mouvement opposé, donc prendre la parole. Et qu'est-ce qu'un geste? Un geste est un élément qui n'est pas significatif en soi, mais purement expressif, manifestant aussi bien dans le langage que dans les corps. Et c'est ce que dit le philosophe Giorgio Agamben dans son livre « Moyenne sans fin, note sur la politique ». Un geste n'est pas principalement orienté vers la communication. Si je dis que je donne la parole à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'ont pas la possibilité d'agir, qu'est-ce que je fais? Je ne décris certainement pas un geste réel, mais je souligne le caractère expressif du geste afin de le rendre incisif. Et l'expression verbale donner la parole remplit la même fonction que le geste qu'elle incarne. Et c'est l'exposition d'une égalité, la mise en évidence d'un moyenne en tant que tel. Le geste n'a pas de finalité prédéterminée, c'est un moyenne, c'est une suspension de la relation signifiante, c'est-à-dire ceci signifie cela. La pratique résumée dans la formule « donner la parole » décrit à travers une expression linguistique, une expression gestuelle qui demande donc à être montrée, à être exhibée. Donner montre de créer, comme je déjà souligné, un mouvement physique vers l'extérieur, une ouverture vers l'autre, tandis que prendre fait exactement le contraire. Et malgré cela, comme suggère Benveniste dans les dictionnaires des institutions indo-européennes, ceci n'est pas si simple. Le hittite, je lis le texte, qui affecte à la racine dans le son de prendre, invite à considérer, enfin, indo-européen, donner et prendre se rejoignent, pour ainsi dire, dans les gestes. En anglais, on dit to take, to. Benveniste explique que les deux termes ont la même racine étymologique. Donner et prendre se réunissent précisément dans le geste. Et si nous analysons les deux expressions et la signification discursive qu'elles ont prise, à savoir celle de trouver un moyen pour que les voix de sans voix soient entendues, nous comprenons comme les deux pratiques sont étroitement liées au même système de pouvoir qui les crée. Donc, elles font partie du même système qui empêche ou entrave la parole de certaines catégories de personnes.
Donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces deux pratiques n'entretiennent pas vraiment une relation conflictuelle, mais font partie du même système qui exige des gestes de rébellion. Cependant, les récits déclenchés par ces deux gestes sont différents. Et je voudrais maintenant entrer un peu au cœur des problèmes narratifs posés par ces deux pratiques discursives, et je me concentrerai en particulier sur la pratique liée au fait de donner la parole, c'est-à-dire la pratique qui implique l'utilisation de témoignages dans le texte littéraire. Et j'essayerai d'identifier certaines questions qui peuvent être utiles aux chercheurs, aux chercheuses qui s'appuient, qui se basent sur des témoignages directs et qui donc jouent les rôles de médiateurs. Je ne parlerai pas exactement, explicitement des récits des migrations, parce qu'en abordant les discours sur les témoignages dans la perspective critique plus générale et des narratives déclenchées par les pratiques du donner et prendre la parole, il est peut-être possible d'éviter l'utilisation de catégories controversées telles que celles de littérature migrante ou d'écriture migrante. Une question prépositionnelle. Je voudrais commencer par une observation de l'écrivaine et militante américaine Alice Walker, première femme afro-américaine à recevoir le prix Pulitzer pour son roman La couleur pourpre en 1983. Peut-être que vous connaissez le film La couleur pourpre. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est un bref écrit datant de 2009 intitulé Overcoming Speechlessness, littéralement surmonter le manque de paroles. Le sujet de ces pages est les rencontres de l'auteur, de l'autrice, avec les tragédies du Rwanda, du Congo central et de la Palestine, lors de plusieurs voyages sur place dans les années 2000 pour compte de différentes associations humanitaires qui fournissent un soutien matériel et moral aux femmes victimes de la guerre. J'ai mis dans la slide, dans la diapositive, un paragraphe intéressant à propos des questions que nous allons aborder aujourd'hui, et je vais le dire en anglais. The world is at last finding its voice about everything that harms it. In this sense, the twin teachers of catastrophic climate change, some of it caused by war, and the internet have arrived to awaken the voice of even the most silenced. So the horror of what we are witnessing in places like Rwanda and Congo and Burma and Palestine and Israel threatens our very ability to speak, we will speak. And because almost everyone on the planet now acknowledges our collective slide into global disaster, unless we profoundly change our ways, we will be heard. Il s'agit d'un paragraphe problématique au niveau argumentatif. La tragédie du changement climatique et l'Internet, écrit Walker, ont réveillé la voix de sans voix. La thèse du texte est que le monde s'est réveillé et que certains problèmes sociopolitiques qui menacent la liberté d'expression, la capacité de s'exprimer, poussent les gens à parler, à prendre la parole. Mais qui est ce oui, ce nous auquel l'auteur fait référence? Qui prend la parole pour dénoncer les événements du Rwanda? La fin de ce paragraphe contient une déclaration d'espoir, presque de certitude. Nous serons écoutés, elle écrit. Puisque tout le monde est en danger, nous allons être écoutés. Et qui parle? Nous ne sommes certainement pas à l'écoute de la voix ou de sans voix. Il s'agit d'un témoignage documentaire d'une écrivaine qui se rend dans un pays troublé et utilise le pathos comme procédé rhétorique pour attirer l'attention des lecteurs sur une tragédie qu'elle est en train d'énoncer. Who is we? On pourrait dire en citant un texte de l'écrivaine Adrienne Rich, Notes Toward the Politics of Location. C'est une question fondamentale qui vient de la critique féministe, donc pouvoir se situer dans le monde, dire qui nous sommes et où nous sommes, c'est aussi dire pour qui nous parlons, pour nous-mêmes au lieu de quelqu'un d'autre. La philosophe Rosi Braidotti dans New Nomadic Subject écrit évidemment en référence à la question de Adrienne Rich, tenir compte de sa place dans la réalité est le point de départ du travail cartographique et de figuration.
qui est une variante de la pratique de la conscience de soi élevée à un modèle épistémologique. Donc, la conscience de soi devient un modèle épistémologique. Ça signifie que la pratique de la conscience de soi concerne la construction de la connaissance. Et la question célèbre que Gayatri Chakravorty Spivak formule, par exemple, proviennent de cette prise de conscience qui est devenue un modèle épistémologique. Donc, can the subaltern speak? Pourquoi Spivak répond non à cette question? Parce qu'elle est consciente de sa position dans le monde, elle se localise. Pour Spivak, la catégorie de subalterne de mémoire Gramscienne désigne avant tout un sujet opprimé, en particulier les femmes, et colonisées, généralement prolétaires, faisant partie du peuple marginalisé et exploité sur lequel se base la machine impérialiste. Cependant, le cas analysé par Spivak est celui d'une femme indienne de la classe moyenne, contrairement à ce que suggère le titre de l'essai. Qui est donc les subalternes? Je n'entrerai pas dans les détails de l'histoire que Spivak raconte, mais ce qu'elle suggère, c'est que la subalternité dépend du silence. Être subalterne, c'est être réduit au silence. Et c'est un premier point de réflexion. La deuxième réflexion vient de la réponse de Spivak à la question « Can the subaltern speak ?» parce que l'article de 1985 s'est conclu par une déclaration claire. Le subalterne ne peut pas parler. Mais dans une reprise ultérieure du même discours, dans la critique de la raison postcoloniale, ce qui se passe, c'est que Spivak, après avoir lu une critique de son article, prend conscience de sa propre opération, c'est-à-dire qu'elle a dû donner la parole à la femme indienne parce que sa voix n'avait pas été entendue avant que Spivak ne l'ait interceptée. To intercept, c'est le verbe qu'elle utilise. L'avoir interceptée et diffusée. Malgré cette prise de conscience, la réponse de Spivak reste essentiellement négative. Bien si quelqu'un lui donnait la parole, la femme subalterne ne pouvait pas parler pour elle-même, car le système dans lequel elle se mouvait, dans lequel elle se trouvait, ne lui donne toujours pas accès à une parole autonome, donc publique et institutionnalisée. Ça, c'est ce dont parle Foucault. La réponse négative de Spivak semble donc mener à une impasse. Si je ne peux pas parler pour le sans-voix et si le sans-voix ne peut pas parler pour lui, pour elle-même, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les problèmes semblent résider dans la préposition pour, parler pour le sans-voix. On se retrouve souvent à faire ce que Spivak a fait, à parler pour quelqu'un. Pour n'indique pas seulement la personne à laquelle l'acte d'écriture est destiné ou parler en faveur de quelqu'un, intercéder pour lui auprès d'un autre, mais cette préposition doit aussi être lue d'une manière différente. Parler en nom d'une personne à la place de quelqu'un, écrire à la place de qui ne peut pas le faire. Notre écrivaine, poète, Nathalie Quentin, s'interroge sur le problème de donner la parole aux sans-voix et elle le fait dans un court texte très intéressant intitulé « Les prépositions ». Et je vous demande maintenant d'essayer de penser au terme « pauvreté », non pas au sens économique, plutôt au sens d'absence de voix, de manque de voix. Dans la perspective critique et provocatrice de Quentin, la pauvreté est définie comme la condition de ceux qui sont réduits au silence. Donc, je vais lire le début du texte. Pour le pauvre, ou est-ce que ce ne serait plutôt vers le pauvre? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt indiquer une direction? La question posée par Quentin concerne le rôle de la médiation, un rôle prépositionnel, on pourrait dire en paraphrasant ces mots. Ceux qui donnent la parole aux sans-voix, que font-ils? Est-ce qu'ils parlent en leur nom? Et la préposition pour doit-elle être entendue comme à leur place ou pour leur bien? Quentin énumère, elle propose d'une façon ironique un certain nombre de tentatives prépositionnelles
qui rendent compte des différentes postures de la médiation. Donc, je continue la lecture. Parmi les pauvres est par exemple douteux, même si parmi maintiennent une disjonction. On peut être parmi et tout à fait distinct, soit à côté. Oui, mais on peut être à côté sans être aux côtés. Là est le problème. Par les pauvres, ce qui se dit peu de nos jours, est tactique et manipulateur. Donc, on oublie. J'aime avec sa brutalité simple, son absence de chichi, mais ce n'est pas adéquat dans ces situations. Évidemment que je ne parle ici avec les pauvres. Donc, même lorsqu'on organise de vraies discussions avec les pauvres à travers des interviews ou des reportages, la situation ne change pas. La question prépositionnelle reste latente. Quentin est consciente de l'opération de démasquage, de dévoilement qu'elle est en train de réaliser. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pensez à certaines publications récentes, dont peut-être vous avez entendu parler, par exemple à Poor People. Ici, oui. Oui. Les romans-reportages écrits par l'écrivaine américaine William Faulkner ou A vida que ninguém vê, la vie que personne ne voit, la vie invisible de l'écrivaine et journaliste brésilienne Eliane Brum. Ce dernier livre est un recueil de notes d'histoire sur le Brésil contemporain où l'interview soutient le récit de l'auteur, mais où les mots des personnes interrogées ne sont pas immédiatement reconnaissables. Donc, les interviews deviennent des histoires. Ici, bien sûr, la question est forte, qui parle. Je vais vous lire les deux premières lignes de l'introduction de Eliane Brum, car la déclaration qu'elle contient est très significative. Être journaliste ou la journaliste que j'ai choisi d'être, c'est rentrer dans la peau des autres. La peau de l'autre est la langue, le premier monde que chacun de nous habite. Donc, j'ai mis une traduction littérale ici, rentrer dans la peau des autres. En anglais, on dirait to put in somebody else's shoes, signifie se mettre à la place de quelqu'un d'autre. La métaphore de la peau est évidemment plus incisive, mais est-il vrai que la peau de l'autre est la langue et le premier monde que chacun de nous habite? Bien évidemment, la peau de l'autre n'est pas la langue, mais seulement la peau de l'autre. La peau est la première chose que chacun de nous connaît, mais il est impossible de porter la peau de l'autre. Donc, il est nécessaire de remettre en question cette métaphore pour comprendre le discours sur la marginalité et ses récits, pour examiner l'utilisation de témoignages. Je peux te demander un petit peu d'eau? Oui, merci. C'est ça, Thomas? C'est ça? Oui. Oui. Donc, il est nécessaire de problématiser un terme devenu à la mode dans le contexte de la psychanalyse et contre lequel Walter Benjamin, c'est ici, avait mis en garde, à savoir l'empathie. Donc, questionner la Einfühlung permet de comprendre le mécanisme qui gouverne certaines constructions narratives. Si nous considérons le cas de l'écrivaine William Faulkner, il effectue une opération similaire à celle de Brum. Faulkner voyage dans le monde entier, parle aux plus pauvres, il leur demande « Pourquoi êtes-vous pauvre ?» Ceci est le titre choisi pour l'édition française. Faulkner essaie d'enregistrer les similitudes et les différences qu'il voit dans l'expérience de la pauvreté. Et ce que fait Faulkner, c'est recueillir des témoignages afin de pouvoir les raconter ou d'insérer des extraits d'enregistrement dans le flux de l'histoire. Donc, l'écrivaine transforme nécessairement les témoignages, doit les manipuler pour les rendre intelligibles au lecteur. Et il y a eu des cas d'expérimentation, surtout après la Seconde Guerre mondiale, avec la diffusion du magnétophone. On a essayé de donner le plus d'espace possible à la voix authentique, mais dans tous les cas, une figure médiatrice était nécessaire.
Donc, chaque fois que des écrivaines et des journalistes ont essayé de donner une voix aux sans-voix, cela a toujours été un échec. Et j'utilise ce mot échec on a déjà entendu, parce que c'est employé par Folman lui-même. Encore. Rappelant un autre reportage sur la pauvreté de familles agricoles de l'Alabama réalisé par l'écrivaine James Edgy et le photographe Walker Evans dans les années 30, William Folman nous donne sa propre opinion sur leur travail. James Edgy sought to know them, to experience, however modestly, what they did. His art went out to them, and he fought with all his crafty, hopelessly unrequittable passion to make our hearts do the same. This explained the necessity for Walker Evans' accompanying photographs, which record the poverty of those sharecropper family, calmly, undeniably, heartbreakingly, unescapably. Their project falls repeatedly on its sword. It is a success because it fails. It fails because it consists of two rich men observing the lives of the poor. Donc, le projet de Folman échoue également parce qu'il est similaire à celui de Edgy et Evans. On ne peut pas se mettre à la place de sans-voix. Quel est alors le but des livres de Folman et Broom? Leur but est de dénoncer certaines conditions socio-économiques et ils sont une forme hybride. Leur livre se situe entre les romans et les reportages. Broom et Folman jouent tous les deux les rôles des médiateurs. Et donc, quels sont les problèmes liés à ces rôles? Une fois de plus, c'est Quentin qui les met en évidence. Et je vais vous lire un autre extrait de son texte. Elle écrit « Suffirait-il de vivre un temps parmi les pauvres pour apprendre leurs pensées secrètes? C'est l'option adoptée le plus couramment. On prend un billet de train pour Marseille ou une banlieue, une voiture pour les zones rurales reculées sans transport, on s'embarque. Auparavant, on a tenté de gommer les différences par quelques artifices de langage ou de vectures. Embedded, une bonne fois pour toutes, on prend des notes, on enregistre au propre comme au figuré. Bref, on fait son boulot. Et quoi d'autre? Ni plus ni moins ce à quoi je m'attelle en ce moment même. Donc, Quentin révèle les efforts déployés par ceux qui jouent les rôles de médiateurs afin que les hommes et femmes dont parle deviennent visibles. Donc, la pratique de donner la parole met en jeu les concepts de visibilité. Qui décide de la visibilité d'une personne et quel type de visibilité est impliqué? Qui nous assure que la personne ou la catégorie de personnes à laquelle nous essayons de donner la parole veut vraiment s'exposer? Dans quelle mesure, par exemple, une femme ou un homme migrant qui a traversé la mer veut-il parler ou raconter son histoire à quelqu'un d'autre pour qu'elle soit partagée? Donc, la visibilité est un concept complexe et est l'une des stratégies du pouvoir. Il s'agit d'une condition qui impose aujourd'hui des modèles de reconnaissabilité. Plus le pouvoir réussit à rendre quelqu'un visible, plus il se cache, tendant vers la limite de l'invisibilité. Ceci est particulièrement évident aujourd'hui dans les réseaux sociaux, pensez à Instagram. D'autre part, l'accès à la visibilité est une revendication qui vient d'en bas, car le droit d'être visible équivaut à la possibilité de s'exprimer et d'être écouté, et donc de devenir des sujets politiques. Il y a donc une question fondamentale en jeu, celle de la reconnaissance en tant que sujet politique. Les médiateurs ont un rôle très délicat, une grande responsabilité, car ils contribuent à la construction de sujets réduits au silence comme sujet politique. Donc, les médiateurs doivent être conscients de son rôle et aussi de les limites de ce rôle même. Donc, quelle que soit la position des médiateurs, quel que soit le degré de mimésis du récit, tenter de donner la parole aux sans-voix signifie toujours transmettre des voix médiées. C'est ce dont parle Roxanne Ritz, l'une des premières intellectuelles à avoir thématisé les discours sur la littérature des marges. Elle parle de mediated voices.
Les voix médiées, malgré tout, sont toujours nécessaires. La figure du médiateur est donc également nécessaire. Et c'est Quentin elle-même nous le dit dans son autre passage. Cependant, que ce soit pour, avec, parmi, sans, vers, etc., une chose est sûre, au moins, de laquelle on peut convenir. Si je dois parler pour tous, c'est que les pauvres ne parlent pas ou qu'ils parlent, mais quand on ne les entend pas. Bien sûr, comme le suggère Quentin, c'est aussi une question d'écoute. Les études sur l'écoute, même dans le domaine littéraire, en relation avec l'interprétation, l'herméneutique, sont très intéressantes. Qu'est-ce que cela signifie d'écouter? Gadamer l'a bien écrit dans Wahrheit und Methode. Écouter signifie rester ouvert au sens d'une autre personne ou d'un texte. Ce qui est en jeu, c'est une idée d'ouverture. J'ai mis la citation en anglais. We cannot stick blindly to our own meaning about a thing if we want to understand the meaning of another. Of course, this does not mean that when we listen to someone or read a book, we must forget all our meanings concerning the content and all our own ideas. All that is asked is that we remain open to the meaning of the other person or text. But this openness always includes or situating the other meaning in relation to the whole of our own meanings or ourselves in relation to it. Ce texte de Gadamer est à la base de la théorie de l'écoute démocratique, développée notamment en relation avec l'essai de John Dewey, Démocratie et éducation. Vous trouvez ici les résultats les plus récents de ce domaine d'études, qui est controversé. L'ouverture implique les risques donc, et la vulnérabilité. Être ouvert est parfois désorientante. Ceux qui écrivent sur des sujets marginaux doivent accepter de vivre dans la confusion et l'incertitude, à la fois sur eux-mêmes et sur l'autre personne qu'ils essaient de comprendre. Et en même temps, ceux qui raisonnent et écrivent pour les autres ont une idée préconçue et souvent profondément morale des sujets qu'ils veulent décrire. Le problème est condensé, contenu dans un préfixe et non plus dans une préposition, c'est-à-dire la particule près. Le regard des médiateurs et des médiatrices est conditionné par ces préfixes. Il suffit de penser à la conception bien connue qui voit, par exemple, dans le paysan, les résidus d'une condition prémoderne. C'est aussi, ça parlait Pasolini. Et c'est aussi le présent, le meaning dont parlait Gadamer. Bien, écrire pour à la place de quelqu'un, c'est toujours un risque, mais faut-il le prendre? Pourquoi le faire? Pourquoi écouter pour donner la parole? Et cette question concerne un point fondamental de la médiation, c'est-à-dire celle qui est définie par le mot agency, l'agency de sans-voix. Nous trouvons une définition du terme agency dans le dictionnaire des intraduisibles, publié en 2004 dans une rubrique spécifique éditée par Kiamba Libar et Sandra Loger. Et ce terme peut être traduit par le syntagme possibilité d'action, puissance d'agir, qui ne rend toutefois pas pleinement compte de la relation complexe entre l'action et les sujets, du problème de l'appropriation de l'action par quelqu'un d'autre et de l'effacement des frontières entre actif et passif. Il s'agit en fait d'un mot qui se trouve au carrefour ambigu, je lis, au point où s'effacent les dualismes action-passion, mais aussi où se définit de façon nouvelle les sujets agents. Au cours de presque 20 ans qui ont suivi cette définition, la catégorie de agency a été révisée, repensée, transformée par les perspectives méthodologiques et disciplinaires les plus disparates, mais les pôles du discours sont toujours restés les mêmes, à savoir si l'agency précède ou détermine le sujet de l'action.
mais que l'agency précède ou détermine le sujet de l'action, le modèle semble rester celui d'une double opposition. D'un côté, l'agent, de l'autre, le contexte dans lequel ou contre lequel son action se déroule. Ce qui risque d'être occulté dans ces modèles herméneutiques, c'est le rôle décisif qui jouent les figures médiatrices dans le passage à l'action, c'est-à-dire celles qui prennent en charge la possibilité d'un changement de conditions pour que le sujet agit, en créant les conditions pour qu'il ou elle devienne un sujet agent. Dans un système qui empêche la parole de certaines catégories de personnes, la figure des médiations joue un rôle essentiel, même si souvent, dans une perspective de pensée critique, elles sont suspectées. Ils sont mal vus précisément parce qu'elles n'agissent pas dans le but premier de miner les fondations d'un système qui garantit et encourage la présence du sujet agent. En fait, ils agissent directement à l'intérieur dans ce même système, finissant par ventriloquer les sujets et les reléguer dans une position d'infériorité juridique, sociale ou politique. Donc, il est de plus en plus nécessaire de remettre en question la catégorie des agency à travers l'analyse du rôle des médiateurs, de leur agir pour préposition dans laquelle est contenue la nature problématique de ces rôles. Agir pour quelqu'un qui ne peut pas le faire, à la place de quelqu'un, pour le bien de quelqu'un. Le médiateur écrit ou agit dans une tentative de déterminer les possibilités d'action du sujet agi, c'est-à-dire de celui à qui il donne la parole. Il détermine le passage du statut du sujet agi à celui de sujet agent, au moins dans la construction narrative, bien qu'il s'agisse d'une figure imposée par le même système qui empêche ou entrave la parole. Et il faut garder ça à l'esprit, cette prise de conscience devient indispensable. Et une autre réflexion est nécessaire pour démasquer un autre problème qui concerne les résultats de l'action de donner la parole. Donc, en supposant que les médiateurs réussissent à transposer la parole de sans voix sur la page, quel intérêt cette parole aurait-elle pour les sujets marginalisés? Donc, c'est le plus grand paradoxe. La littérature de marge a toujours été nourrie par les marges de la société, mais si peu lue par elle. Et encore une fois, le lecteur de ces texte est généralement intéressé par la lecture des situations extrêmes. C'est qu'entend encore une fois que les sujets, on a soif de savoir sur le sans-voix. Et on ne veut pas de demi-pauvres, elle dit, on veut des pauvres entiers. Souvent, le lecteur veut entendre parler des victimes. Le processus de victimisation peut être déclenché par l'auditeur des témoignages ainsi que par le lecteur. Donc, le désir du lecteur, certainement déclenché par les marchés culturels, finit par orienter l'écriture et par conséquent par modifier le statut du sujet marginal et sa capacité d'action. Donc, le travail du médiateur est toujours conditionné par des dispositifs discoursives et rhétoriques. Tout cela dit, il faut peut-être admettre que tout exercice d'identification est un échec. Donc, devenir sans voix signifie essayer de s'approprier d'un langage qui ne nous appartient pas. Donc, si la réponse au Can the Subaltern Speak de Spivak était négative, la question que Kenton semble se poser, c'est-à-dire can the mediator speak for the subaltern, conduit à une réponse tout aussi négative. Il s'agit de deux questions insolubles. Pourquoi alors nous ne cessons pas de se poser ces questions? Et la raison semble être très importante. La force génératrice de cette question réside dans les questions elles-mêmes. Ce sont des questions qui ne cessent d'être fécondes. Nous voulons comprendre et savoir ce qu'un pauvre, ce qui vit un sujet marginal, ce qui vit un migrant, et le faire en étant consciente de son rôle d'observateur, mais aussi des risques encourus, permet de créer des alliances et d'échapper aux risques rhétoriques de manipulation des discours testimonial. La réflexion de Kenton nous aide donc à mettre en évidence non seulement les difficultés du rôle du médiateur, mais aussi
à formuler une autre question liée au langage. Qu'est-ce qui se passe en littérature lorsque les sans-voix prennent la parole? J'ai essayé ici d'indiquer 3 modes d'expression liés aux pratiques discursives de donner la parole à partir d'un éventail de textes que j'ai eu l'occasion d'étudier ces dernières années. Je les énumère ici dans l'ordre de leur apparition historique. Donc, la narration médiée, qui implique une collaboration entre le médiateur et les vrais auteurs. Spivak parlait de native informant, informateur natif. La narration naïve ou spontanée, l'autonarration, donc la narration de soi, et aussi en quelques cas l'autofiction. Ce sont toutes des formes d'écriture du réel, toutes trois ont besoin de figures médiatrices. Par narration médiée, on entend les formes d'écriture qui présupposent les rencontres directes avec les témoins, avec les protagonistes de la réalité qu'on souhaite décrire. Donc, souvent, interview, recueil de témoignages écrits, enregistrement, matériel de bobiné. La personne qui recueille ces témoignages décide de la manière de les utiliser. Donc, il s'agit d'une forme d'écriture proche de la pratique sociologique et anthropologique, mais réalisée à des fins littéraires. Puis, la narration naïve, j'ai utilisé une étiquette controversée, mais elle est encore utilisée. Il s'agit principalement de formes d'écriture diaristiques et autobiographiques qui ne sont pas toujours réalisées par personnes ayant des compétences d'écriture. Ce sont des textes hybrides qui traversent les genres, de la chronique à la biographie, en passant par le journal intime. Ils sont écrits sans la suggestion d'un intellectuel et d'un médiateur, mais par initiative personnelle. Et la seule forme de médiation est celle des écrivains ou des éditeurs qui les ont interceptés et publiés. Et pourtant, ces formes sont cataloguées sous une étiquette discutable, celle de littérature naïve, alors qu'elles n'ont pas grand-chose de naïf. Au contraire, la conscience stylistique de l'auteur est souvent évidente, ainsi que le désir précis de briser les hiérarchies. Plus récemment, la critique a proposé la catégorie de littérature spontanée. Et puis, on a l'autonarration, la narration de soi, évidemment celle qui abolit la figure de médiateur, et donc certainement la plus efficace et incisive. Et c'est la forme la plus récente, car elle présuppose un niveau culturel, une conscience culturelle qui n'existait pas auparavant. J'ai terminé le temps. Oui, non, mais je suis cool, mais peut-être que le restaurant tchèque arrive 5 minutes plus tard. J'ai terminé, pardon. C'est un problème. D'accord. Je vais terminer. Je vais terminer. Donc, les pratiques discursives synthétisées dans les formules que nous avons vous données et dans la parole proviennent de la nécessité de déclencher un changement dans le système qui les produit. Je voulais vous laisser avec une dernière remarque qui, à mon avis, nécessite de réflexion plus approfondie, c'est-à-dire les formes de littérature qui réussissent le mieux à réduire les distances entre les pratiques de donner, prendre la parole, et qui réussissent à remettre en question le rôle de la médiation. Ce ne sont pas les récoltes de témoignages, mais sont plutôt la poésie, souvent sous sa forme orale, aussi la poésie web, la musique, le théâtre, les bandes dessinées. Dans ces formes, on retrouve la forme de l'expression orale, donc le rythme même de la lutte. Il restait en effet un point à discuter concernant l'utilisation des témoignages dans la littérature, à savoir la question de la standardisation de la langue. Mais peut-être, et j'avais aussi une question pour Michel, peut-être je peux terminer ici. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Excusez-moi. Non.